comme projet finalement phare de Génération. En quoi pour Génération et pour toi, le revenu universel d'existence répond aux urgences sociales, écologiques, démocratiques actuelles? Quelle est la vision finalement de Génération pour ce revenu universel d'existence? Parce qu'on sait qu'il en existe plusieurs modèles, plusieurs philosophies aussi. Et donc, quelle est celle que Génération défend dans ce débat du revenu universel? Merci beaucoup Laura, merci beaucoup à toutes et tous. Le premier élément peut-être par rapport à cela, c'est la conscience immédiate que nous avons dans ce moment de crise du retour du débat sur le revenu universel. Alors évidemment, on le voit parce que de manière extrêmement pragmatique, un certain nombre de gouvernements aujourd'hui avancent sur l'idée qu'il faut aider les gens de manière extrêmement directement pour passer le cap de la crise sanitaire et sociale que nous vivons. Ça s'appelle revenu de base, ça s'appelle revenu universel, attention, même si évidemment ça participe de l'émergence de la conscience de la nécessité du revenu universel, c'est toujours des bouts de... ça n'est pas fondamentalement la conception centrale que nous voulons porter sur ce sujet, mais ça participe à l'émergence réellement de cette utilité. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il ce besoin? Je ne parle même pas des pays du Sud aujourd'hui qui manquent de protection sociale ou des pays très libéraux qui n'en ont plus ou qui l'ont détruite ou qui n'en ont jamais eu. Même dans les pays occidentaux avec des protections sociales assises et fortes, nous voyons bien à quel point il y a des trous dans le filet. J'entendais là récemment des témoignages, notamment de gens qui soit étaient avec des statuts précaires, soit étaient indépendants, et qui disaient qu'avec toute la bonne volonté, s'il y en a une du gouvernement, de toute façon, ça ne pouvait absolument pas suffire aujourd'hui à ce qu'ils ne sombrent pas économiquement. Et nombreux étaient ceux qui disaient, si nous avions l'assurance d'avoir un revenu qui est un revenu régulier et minimum, à partir de ce moment-là, ça pourrait nous donner une sécurité qui nous permettrait de surmonter en partie, en tout cas, les grandes difficultés dans lesquelles ils sont. Pourtant, ce que je propose, peut-être dans un premier temps, au-delà de l'urgence, c'est de faire, j'allais dire, un pas en arrière ou un pas en haut en termes, j'allais dire, de conception fondamentale du revenu universel. Et pour ça, peut-être revenir à l'histoire. Ce qui me semble intéressant quand même de constater, c'est la chose suivante. C'est que quand, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, en gros, nous sommes sortis de l'idée que nous étions des sujets pour devenir des citoyennes et des citoyens, que nous devenions donc tous le souverain. Une question s'est posée, c'est quoi ce contrat social? On voit bien quels en sont les devoirs, c'est-à-dire notamment devoirs envers la collectivité, mais quels en sont les droits? Et là, un débat s'est posé immédiatement sur la question des droits, j'allais dire, légaux, des droits inscrits dans les textes et des droits réels. Et effectivement, l'égalité civile a été instruite, la question de la participation au suffrage a été indiquée, enfin pas pour tout le monde, on le sait bien, et ça a été un long combat, mais pour le reste, on le voit bien, à aucun moment il a été dit que ce contrat social, s'il demandait aux citoyens, j'allais dire, de faire preuve de solidarité avec le corps social, il en recevait, lui, la manifestation matérielle et évidente, comme quoi vous faites partie de manière inconditionnelle par votre propre existence de la société et que cela est reconnu en tant que tel et de manière, encore une fois, inconditionnelle. Ça a été d'ailleurs le débat qu'a posé très rapidement, après l'époque du libéralisme politique, j'allais dire des différentes révolutions politiques qui abolissaient la monarchie de droit absolue, ça a été immédiatement la question qui sont posées. Mais à part les textes, quels sont les droits réels aujourd'hui des individus? Comment peut-on s'assurer qu'un individu eh bien, existe assez et en a la certitude matérielle pour faire partie du corps social? C'était tout des débats dans la Révolution française, je n'y reviens pas. Et ça a été un débat au début du XIXe siècle, très important à gauche. Et de là, on le sait, beaucoup de mouvements qu'on appelait utopiques ont essayé de créer justement cette idée du lien social en disant ça peut se faire en refondant la communauté sur la question du travail, sur du partage du travail, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, bref, tout ce mouvement du socialisme utopique qui a essayé de donner une définition au contrat social. Et ensuite, on le sait bien, ce qui s'est posé de manière assez rapide, c'est qu'avec le développement du capitalisme
industrielle, la donne a un petit peu changé. Et notamment les gauches, et notamment le mouvement socialiste émergent, s'est dit, bon, la question de qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la société, c'est très intéressant, mais ce à quoi nous devons d'abord répondre, c'est l'inégalité qui est due à un modèle économique qui est celui du capitalisme. On ne disait pas du capitalisme productiviste à l'époque, même si ce débat existait déjà, mais du capitalisme. Et donc, la gauche s'est concentrée sur la question à la fois de la répartition des richesses produites, notamment par le salaire, le fait que le salaire soit assez fort pour pouvoir obtenir cela, des garanties par rapport au travail, c'est-à-dire le salaire différé, le droit au chômage, le droit à la retraite, etc., l'égalité au sein du monde du travail, la question voilà, de quelle est la bonne hiérarchie liée à l'apprentissage, au diplôme, etc. etc. Et finalement, n'a tourné, et la gauche s'est concentrée, et on peut tout à fait le comprendre, quasi exclusivement qu'autour du rapport à la production, de qu'est-ce qui revenait au travail dans ce rapport à la production pour l'ensemble des individus, là, moins considérés comme des citoyens que considérés d'abord comme des travailleurs et des producteurs. Or, et c'est là où les choses sont évidemment emboîtées, comme nous arrivons et nous voyons bien dans une crise profonde aujourd'hui du productivisme, qui s'accompagne donc, puisqu'il n'y a plus que le capitalisme comme modèle existant, par une crise profonde du capitalisme, se pose le sujet de savoir aujourd'hui comment, dans la crise écologique majeure que nous vivons, eh bien, nous pouvons répartir les richesses sans qu'il y ait un lien direct à la production, puisque autrement, si nous disons qu'il n'y a qu'un lien direct à la production, eh bien, la conclusion, c'est qu'il faut produire le plus possible pour pouvoir répartir le plus possible, même si, évidemment, dans cette production, il faut essayer de faire que les choses soient les plus égalitaires possibles. Et on voit bien, notamment dans l'issue de cette crise-là, que le débat a déjà commencé sur il faut relancer la machine à fond, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de changer les choses, etc. etc. Du coup, la question qui se pose de manière fondamentale, c'est est-ce qu'il n'y a pas un manque qui date depuis finalement l'idée que nous sommes et nous faisons tous aujourd'hui communauté citoyenne, c'est quel est aujourd'hui le devoir primaire, essentiel, premier de la communauté par rapport à chaque individu. Et c'est là où il y a un droit fondamental, qui est le droit à l'existence. C'est-à-dire que tout être humain, qu'il soit travailleur, qu'il ne le soit pas, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit dans une situation de précarité ou qu'il ne le soit pas, a un droit à l'existence. Et la communauté, c'est la part du contrat social. La communauté lui doit d'abord ce droit à l'existence. Et c'est en ça que le revenu universel d'existence se pose, non pas simplement comme une réponse socio-économique ou même devant la crise du productivisme, mais comme, j'allais dire, un acte citoyen premier. Je ne veux pas faire de trop de références, mais Hannah Arendt, par exemple, a beaucoup écrit sur ce sujet de la déconnexion entre ce qu'est la sphère du politique et du citoyen et de l'autre côté de la sphère du travail. Alors, du coup, pour nous, à Génération en tout cas, c'est un élément qui est très important, c'est que nous ne vivons pas simplement le revenu universel comme une réponse conjoncturelle et sociale, j'allais dire, au déchirement du tissu social, à l'extension de la précarité, mais en soi comme un droit absolument primordial à l'existence. Alors, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est évidemment une dimension très importante, qui est que c'est objectivement aujourd'hui le revenu universel, un des moyens de répondre à la crise que nous vivons. Mais c'est en lien, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a crise du productivisme qu'il y a aussi des trous dans la raquette de la protection sociale assise sur le productivisme qui appellent de nouvelles réponses. Est-ce que ça veut dire que le revenu universel, et je veux tout de suite éclaircir ce débat pour nous, en tout cas Génération, doit remplacer toute la protection sociale assise sur le travail? Sûrement pas. Elle aurait dû être là avant la protection sociale sur le travail. Mais la protection sociale sur le travail, non seulement doit être conservée, mais elle doit être défendue et elle doit être améliorée, puisqu'on voit bien qu'il y a de très grandes injustices encore qui existent. Mais il nous semble qu'il est absolument crucial aujourd'hui d'apporter un nouveau pilier à la protection sociale, qui n'est pas une protection sociale assise sur le travail, mais qui est une protection sociale
par essence, c'est-à-dire qui dit à l'individu qu'il a le droit d'exister inconditionnellement de son rapport à la production. Alors, c'est un élément qui est un élément absolument majeur, parce qu'on le voit aujourd'hui avec la multiplication des formes d'activité humaines, les protections sociales telles qu'elles étaient construites, c'est-à-dire dans un rapport, j'allais dire, assez direct à la production telle qu'il avait été envisagé dans les années du 19e et du 20e siècle, aujourd'hui ne correspond plus. Et il est vrai que le revenu universel complète aussi cela, même si, encore une fois, il a une définition qui est encore plus fondamentale. Je conclus en m'arrêtant sur un élément qui est un élément dont j'en ai déjà parlé, mais qui est absolument central. C'est évidemment la question écologique. Il y a un lien évident dans la conception qu'on a du revenu universel et la conception de la transition écologique. Réfléchissons 2 secondes entre nous. Si nous disons que la production matérielle et immatérielle n'est plus le centre même de ce qui construit aujourd'hui le lien social, parce qu'autrement, c'est à notre propre destruction que nous allons arriver, alors à partir de ce moment-là, la question de la manière dont les gens vivent, du revenu qu'ils ont et de la répartition des richesses telle qu'elle doit s'engager est complètement différente que l'approche que nous avions dans la période antérieure. Et en cela, on le voit bien, si nous décrochons en partie, pas totalement, j'y reviens, mais en partie, la question du revenu de la question du travail et de la production, eh bien, ce revenu, il doit bien s'incarner. Et le revenu universel d'existence, alors, se pose comme étant un des moyens non seulement, oui, de combattre la pauvreté, oui, de combattre la précarité, oui, de donner plus de liberté et d'autonomie à l'individu dans le rapport qu'il a à sa propre vie, mais est aussi un des éléments basiques, j'allais dire, de ce qu'est la répartition des richesses primaires, indépendamment, j'allais dire, du niveau de production auquel nous sommes. En gros, pour ma part, je ne vois pas très bien comment il peut y avoir transition écologique sans revenu universel d'existence. En cela, il faut évidemment balayer les fausses polémiques et combattre absolument une version du revenu universel qui est en fait une instrumentalisation du revenu universel, qui est celle des néolibéraux et qui considère le revenu universel comme un dû minimal, solde de tout compte pour la protection sociale, indépendamment de la production, indépendamment des besoins. Et ensuite, la société ne doit plus rien et chacun se débrouille. C'est évidemment à l'inverse de cela que nous sommes. Encore une fois, le revenu universel est un nouvel élément de la protection sociale adossé à la société écologiste future que nous devons et que nous voulons construire. Merci beaucoup Guillaume pour ces explications extrêmement claires et en même temps aussi qui nous donnent un peu une vision, je ne veux pas dire théorique, mais plutôt philosophique et principielle du revenu universel d'existence comme droit à part entière, comme j'ai bien aimé la protection sociale par essence, indépendamment de la question du travail. Et du coup, je voudrais m'appuyer un peu sur ce que tu viens de dire pour interroger le président de département que tu es, Jean-Luc, qui est confronté évidemment, comme tout département, à des problématiques sociales majeures. Et puisque les départements sont aujourd'hui les chefs de file des politiques sociales au niveau territorial, et ce n'est pas anodin que ce soit eux aujourd'hui qui portent majoritairement cette demande d'expérimentation du revenu universel, même si, Guillaume l'a dit, toute expérimentation territoriale sera forcément imparfaite, et je pense que Nicole sera d'accord avec ça, puisqu'elle me le disait aussi au téléphone il y a quelques jours. Mais néanmoins, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la démarche de ta démarche à toi en tant que président du conseil départemental de Gironde, mais aussi qui est partagée par, je crois, 18 autres présidents de départements, dans votre volonté d'expérimenter un revenu universel, à quelle réalité ça tente de répondre et à quoi ça ressemblerait concrètement si vous pouviez le mettre en œuvre. Peut-être que tu peux aussi nous dire un peu où ça en est, cette histoire d'expérimentation, parce que je crois que vous rencontrez quelques difficultés, notamment législatives, pour le mettre en œuvre. Merci à toutes et à tous pour l'organisation de ce débat, parce que je pense effectivement, plus que jamais, comme l'a dit Guillaume, que c'est un débat qui mérite d'être tenu. Alors, moi, j'avais commencé à m'y intéresser il y a 3 ou 4 ans, à une époque où on commençait à voir un certain nombre d'articles dans la presse sur la question de revenu universel. Un article qui m'avait notamment interpellé sur cette idée qui naissait notamment aussi dans la Silicon Valley. Et du coup, je m'étais intéressé au sujet
Et surtout, nous étions dans une période où la question de la protection sociale nous paraissait être un vrai sujet dans la manière dont elle était pratiquée, puisque nous avons effectivement les solidarités humaines comme compétence obligatoire, donc le versement et l'accompagnement liés au RSA. Et plusieurs constats étaient déjà produits au sein de notre collectivité. Le premier, c'est la question du non-recours. On a à peu près en France aujourd'hui 30% de personnes qui pourraient être bénéficiaires du RSA, donc d'un minima social, et qui n'y font pas appel pour plein de raisons qui sont liées à leur parcours de vie, à leur personne et à leur capacité à accéder aussi à l'information. Il y avait un deuxième sujet pour nous qui était préoccupant, c'était les effets que produisait le RSA, notamment sur le parcours de vie des personnes et sur une logique d'émancipation qui nous semblait être un fait majeur pour nous, alors que la logique du RSA qui consiste à accoler le versement d'une allocation à des obligations en matière d'insertion nous semblait être très réducteur dans justement cette approche d'émancipation. Troisième point, la grande pauvreté, qui est une constante dans notre pays et qui a tendance à s'accroître de façon importante, et on reviendra sur le volet contextuel du moment, donc qui évidemment était préoccupante pour nous, et particulièrement la pauvreté chez les jeunes, puisqu'on sait que les 18 à 25 ans ont un taux de pauvreté de 25%, et qu'il est absolument inadmissible que dans un pays dit développé, en tout cas qui est en capacité de prendre soin, c'est le mot qui revient beaucoup en ce moment, de ces populations et notamment de ces jeunes, eh bien, nous avons ce constat de la grande pauvreté. Et puis il y avait plein d'autres constats qui venaient se surajouter, l'ubérisation du travail, la robotisation, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, et puis un certain nombre de parcours de vie dont on pouvait mesurer qu'effectivement ils peuvent être fracturés à certains moments pour plein de raisons personnelles, individuelles, professionnelles, et à ce titre que la réponse qui était apportée en matière de protection sociale n'était pas à la hauteur. D'où l'idée de travailler à ce que nous avons appelé, alors je reprends la terminologie que nous utilisons nous, un revenu de base, qui était donc l'idée de revoir la protection sociale de façon différente. Alors nous avions le sentiment, alors nous étions les seuls en Gironde au départ en 2016 à porter cette idée. Nous avons pris contact, nous sentant un petit peu en difficulté par rapport à une modélisation d'une expérimentation, puisqu'on était au départ là-dessus. Nous avons pris la tâche de la Fondation Jean Jaurès, puis de l'Institut des politiques publiques, pour nous aider à modéliser un revenu de base que nous pourrions appliquer dans le département. Assez rapidement, et c'était intéressant, 7 départements, puis 13 et aujourd'hui 18 en plus, sont venus se rajouter à la démarche pour essayer de la partager. À peu près dans la même logique que celle que nous portions nous. Nous nous sommes trouvés d'ailleurs à un certain moment en convergence quelque part avec le revenu universel d'existence, pas d'activité, surtout pas, que portait Benoît Hamon à l'époque, le revenu universel, dans la campagne électorale donc des présidentielles. Et finalement, il y avait un certain nombre de points communs que nous pouvions avoir, et on pourra peut-être parler des points communs et des différences éventuelles par rapport à ce projet de revenu universel. Bref, nous avons avancé, modélisé ce projet et fait en sorte qu'il puisse être expérimenté dans 19 départements. Nous avons notamment pris la tâche d'un jury citoyen d'une centaine de personnes dans le département qui a exprimé sa vision d'un revenu de base de manière à ce que nous puissions prendre acte de la manière dont ils le voyaient et de ce qu'ils avaient envie que nous puissions porter. Alors, je rejoins complètement Guillaume, hors de question de considérer que le revenu de base, c'est le solde de tout compte de la protection sociale. Ça n'est absolument pas notre approche. Pour nous, c'était véritablement une capacité d'émancipation dans les parcours de vie en mettant en avant notamment la valeur d'utilité sociale. Parce qu'il nous semble pour nous qu'un certain nombre d'actions qui peuvent être accomplies, et je rejoins là aussi ce que disait Guillaume sur la logique de production, il nous semble que la valeur humaine, la valeur citoyenne qui peut être portée dans une république comme la nôtre peut prendre des formes qui peuvent être liées au travail, mais peuvent être aussi des formes qui peuvent être liées à l'utilité sociale par de l'engagement citoyen, bénévole, humanitaire, etc. Et puis tout simplement aussi par des moments dans la vie où on peut se chercher dans le cadre de son parcours, avoir besoin de rebondir via une formation qui peut prendre un certain temps, via des actions de réorientation professionnelle ou tout simplement de vie sociale, et qui méritent d'être accompagnés dans ce cadre-là. Donc nous étions bien tous, et nous sommes bien tous, dans cette logique-là au niveau des 19 départements. Quel est le modèle que nous portons finalement ?
D'abord, parce qu'on en a longuement discuté, y compris donc avec l'IPP et la Fondation Jean Jaurès, d'abord, il a fallu arrêter un certain nombre de prérequis. Parmi les prérequis, il y a impérativement le fait d'inclure les jeunes de 18 à 25 ans. Pour nous, c'est une tranche de la population qui doit faire l'objet d'une préoccupation particulière et que nous devons impérativement accompagner dans cette logique d'émancipation. Deuxièmement, nous nous sommes posé la question de qu'est-ce que vient remplacer le revenu de base et qu'est-ce qui ne vient pas remplacer. Assez vite, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que RSA et primes d'activité pouvaient servir notamment à financer, puisqu'il y aura une question de financement évidemment, le revenu de base. Et donc, cette partie-là de la protection sociale nous semblait pouvoir être fongible dans un revenu de base. En revanche, pas question, alors il y a eu des discussions notamment sur les allocations logement à un certain moment. J'avoue être plutôt retenu sur ce sujet parce que pour moi l'approche n'est pas du tout la même. Et puis nous avons exclu les allocations très spécifiques du type allocation liée au handicap parce que ça nous semblait être un sujet tout à fait différent. Nous nous sommes entendus aussi sur l'automaticité. Pour nous, si nous voulons éviter la question du non-recours, il faut d'abord un versement automatique du revenu de base, ce qui est possible aujourd'hui via les techniques mises en place au travers de la retenue, notamment à la source. Et puis, sujet fondamental pour nous, et nous l'avons porté, et c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet sans doute d'un des différenciants majeurs avec le revenu universel d'activité que porte le gouvernement, et avec lequel nous ne sommes pas du tout d'accord, c'est l'inconditionnalité. Pour nous, la question de la conditionnalité, qui est liée, on a entendu à un certain moment le président Macron dire il faut impérativement, au bout de 2 offres d'emploi dites raisonnables, eh bien, arrêter le versement d'un revenu, d'une allocation de protection sociale parce que la personne n'aura pas démontré sa volonté de se réinsérer. Nous, nous sommes plutôt dans une logique d'inconditionnalité parce que nous pensons que l'inconditionnalité nous permet de travailler plutôt sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et non pas sur la coercition et la sanction qui obligerait effectivement à s'engager dans un processus de réinsertion, tout en mettant en place quand même des mesures d'accompagnement qui relèvent aussi du champ des départements et qui peuvent aller, via le développement du pouvoir d'agir, dans une logique très positive d'accompagnement des personnes. Donc voilà un petit peu, très rapidement, cette idée du revenu de base que nous portons. Alors, les difficultés rencontrées, oui, il y en a eu, puisque nous sommes entrés en confrontation à un certain moment avec le fameux revenu universel d'activité porté par le gouvernement actuel, porté et présenté lors de la présentation de la stratégie pauvreté en octobre 2017 ou septembre 2017, non 2018, pardon. Et à ce titre, nous avons bien vu que nous n'étions pas tout à fait en corrélation. Donc nous avons tenté, nous, d'aller plus loin dans notre démarche en écrivant une proposition de loi de manière à ce qu'elle soit présentée à l'Assemblée nationale et qu'elle puisse, à minima, faire l'objet d'un débat de société. La question n'était pas tant de savoir si nous arrivions à obtenir une approbation de la proposition de loi. Nous sentions bien que la majorité actuelle gouvernementale n'allait pas dans ce sens-là, mais à minima qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Assez étonnamment, beaucoup de groupes politiques, y compris de droite, ont sollicité l'organisation de ce débat, ont souhaité que ce débat ait lieu au moment où la proposition de loi a été présentée. Malheureusement, le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, donc La République en marche, a décidé de ne pas engager ce débat. Et donc, de fait, nous avons été privés de ce qui relève, nous semble-t-il, d'un vrai débat de société. Et si nous le ressortons aujourd'hui, c'est parce que, au-delà de ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure sur cette logique de droit d'existence, je pense qu'il y a aujourd'hui un accroissement évident, rapide et sans doute exponentiel de la casse sociale qui va suivre la crise sanitaire et la crise économique, qui nécessite plus que jamais que nous soyons force de proposition sur un nouveau modèle de protection sociale. Et là, nous n'en sommes plus à demander l'expérimentation, mais à dire tout simplement l'urgence est là. Maintenant, à 19 départements, mettons en place ce revenu de base dans nos territoires de manière à ce qu'il puisse inspirer ensuite le reste de la nation. Merci beaucoup pour ces explications et très concrètes sur ce que pourrait être un revenu universel d'existence. Et c'est vrai que la question de l'inclusion des jeunes, de l'automaticité et de l'inconditionnalité, je pense, sont aussi ce qui rassemble, on va dire, la gauche
et écologistes, en tout cas les humanistes, c'est peut-être ce qui commence à donner aussi une idée de ce qu'est le revenu universel d'existence pour ce que nous représentons politiquement aussi. Et c'est important de mettre parfois des éléments de distinction par rapport à ce que peut représenter un revenu de base libéral qui ferait effectivement, qui mettrait toutes les allocations possibles et imaginables dans 400 € par mois, et puis ensuite vous vous débrouillez et finalement votre destin n'est que votre responsabilité, ce qui est évidemment l'opposé de ce que nous essayons de défendre. Alors Nicole, moi la question que j'aimerais te poser, c'est pour le mouvement, enfin, quel est le regard finalement que porte le mouvement français pour le revenu de base, qui porte cette idée depuis longtemps, sur le foisonnement de débats, d'initiatives, d'expérimentations qui on voit quand même se renforcent ces dernières années. Comment vous percevez ça? Quel est votre regard aussi sur l'expérimentation plus précisément qui est portée par les différents départements dont vient de nous parler Jean-Luc Blaise? Et puis finalement pour vous, quelles seraient les prochaines étapes, les premières étapes et prochaines étapes essentielles pour avancer vers un revenu universel d'existence? Et ce revenu idéal, ce revenu de base idéal, quel serait-il aussi pour vous? Ça fait beaucoup de questions, mais tu réponds à celles auxquelles tu veux répondre. Voilà. Ok, déjà merci beaucoup pour cette invitation. Et je pense effectivement que le débat démocratique autour de l'idée du revenu de base est fondamental, et je pense que c'est surtout le moment d'avoir ce débat. De manière générale, nous, au Mouvement français pour un revenu de base, on suit l'idée depuis la date de la création du mouvement en 2013, et on a vraiment pu suivre aussi l'évolution de sa perception entre le moment de sa création, où c'était vraiment perçu comme une idée complètement utopique, irréaliste, et puis aussi à partir des années, on va dire 2015, où ça a commencé à émerger dans le débat, notamment parce que la Finlande a décidé d'expérimenter sur son territoire, que des représentants politiques se sont emparés de l'idée, et progressivement, c'est vraiment passé d'une utopie irréaliste à une proposition de politique publique très concrète sur laquelle beaucoup de politiques, mais aussi de mouvements sociaux, sont amenés à se positionner aujourd'hui. Dans le contexte de crise qu'on traverse aujourd'hui, on constate bien évidemment que le revenu de base revient sur le devant de la scène. C'est un sujet de débat, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Il y a eu plusieurs déclarations, alors plus ou moins proches de ce que nous on appellerait un revenu de base universel, inconditionnel et individuel, comme on le défend au MFRB. Néanmoins, c'est très intéressant parce que c'est assez révélateur finalement des problématiques de protection sociale, donc c'est ce que disait Guillaume Balas tout à l'heure, mais aussi de la valorisation de certains métiers. Donc c'est vraiment un outil d'interpellation assez général qui est très intéressant. Moi, ce que je pense, et je rejoins aussi ce que disaient les deux intervenants précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve à une croisée des chemins sur le projet de société qu'on veut avoir à la sortie de la crise. Alors, d'une part, on a toute cette vision très néolibérale de vraiment valoriser et de prioriser la croissance économique, la productivité. En sortant de là, il va falloir se serrer la ceinture et quitte à travailler plus, etc. etc. Donc, c'est vraiment une perspective de mettre en avant l'économie avant l'humain, qui nous semble dangereuse. Et d'ailleurs, je pense que le revenu universel d'activité en préparation par le gouvernement, qui était mentionné aussi précédemment, est le symbole en fait de cette vision politique et économique. Et à l'opposé de cette vision-là, on a des visions plus progressistes et notamment des gauches, mais aussi des mouvements citoyens, des mouvements sociaux qui veulent qu'on ne sorte pas de cette crise, en tout cas avec un même modèle de société, tout changer pour que rien ne change. Donc l'idée, c'est de construire l'après, et je pense très sincèrement que le revenu de base est un outil qui doit s'inscrire dans ce système de valeurs qui promeuvent une transition, qu'elle soit écologique, sociale ou économique. Et ça, c'est très important. Je pense qu'effectivement, le revenu de base peut être un outil de ralliement des gauches. Ça a déjà commencé. Et d'ailleurs, Génération a aussi interpellé les autres élus de gauche pour avoir ce débat démocratique. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Il faut qu'on puisse débattre collectivement du type de revenu de base qu'on veut avoir. Parce que si on n'en débat pas maintenant, demain, ce sera le revenu universel d'activité. Donc, c'est sur le plan politique, je pense qu'on se retrouve vraiment sur un temps qui est assez crucial et qu'il ne faut pas qu'on loupe.
Sur la question des expérimentations, alors sur l'expérimentation des départements, nous on le suit depuis le début, on a aussi vu l'évolution du projet et je trouve ça très intéressant ce que disait Jean-Luc Glès sur le fait qu'aujourd'hui on n'en est plus au stade d'expérimentation, il faut qu'on demande une instauration. Je partage aussi ce constat, j'ai l'impression qu'on a déjà expérimenté en fait. Il y a des expérimentations qui ont eu lieu depuis les années 70, que ce soit au Canada, aux États-Unis dans les années 70, dans l'hémisphère sud dans les années 2000-2010 et aujourd'hui un peu partout en Europe. L'expérimentation finlandaise s'est terminée. Finalement, les résultats de ces expérimentations sont intéressants dans un sens où ils permettent d'apporter certains arguments, par exemple que les gens s'intéressaient davantage à la vie politique locale, que la garantie d'un revenu leur donnait plus le courage d'une certaine manière de s'engager dans des activités économiques, d'investir, de se lancer dans des nouveaux projets, etc. Que ça leur apporte un meilleur bien-être, etc. Mais en fait, je pense que déjà, d'une part, on ne peut pas expérimenter un revenu de base parce que par définition, c'est impossible. C'est un revenu qui est distribué de la naissance à la mort sans exigence de contrepartie, qui est universel donc à l'ensemble des membres d'une communauté et la plupart des expérimentations seront de toute façon cantonnées à un échantillon très précis. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye de le mettre en place. La question, c'est quel revenu de base ? Je ne suis pas forcément confiante si demain le gouvernement disait on met en place un revenu de base et là ça rejoint toutes les problématiques de risque de dérive néolibérale et de récupération politique parce que tout repose finalement sur les questions du financement. Si on met en place un revenu de base aussi élevé soit-il, mais que derrière on l'utilise pour casser le droit du travail, pour mettre à bas le SMIC, pour casser la protection sociale, pour nous, il n'en est pas question. Donc, il faut vraiment qu'on soit très clair, je pense, sur le type de revenu de base qu'on veut. On ne sera pas forcément tous d'accord sur les détails, je dirais, techniques, économiques, financiers, mais en tout cas, je pense qu'on peut s'appuyer sur un socle de valeurs communes et rallier très largement autour de ces valeurs, de ce projet de société, et puis éventuellement de construire des étapes. Typiquement, le MFRB travaille avec d'autres organisations de la société civile, des associations de lutte contre la pauvreté et des mouvements de chômeurs et précaires pour demander la mise en place d'un revenu minimum garanti, qui est pour nous une étape intermédiaire entre le revenu universel et ce qu'on a aujourd'hui avec les problématiques que le RSA pose. Et cette proposition de revenu minimum garanti, c'est déjà de mettre en avant le fait que si on ne peut pas mettre en place un revenu universel demain, on peut au moins améliorer le système qu'on a actuellement, notamment en rendant le filet de sécurité que constitue le RSA inconditionnel, le versement automatique et à un montant qui soit plus élevé parce qu'aujourd'hui, le montant du RSA ne permet pas de vivre. Donc, je pense qu'il y a des étapes aussi intermédiaires qu'on peut trouver, qu'on peut co-construire. De manière générale, je pense que de toute façon, le revenu de base va se retrouver au cœur du débat dans le contexte de tous les débats qui vont se construire sur construire l'après, mais aussi dans toutes les échéances électorales qui arrivent. Et nous, on va tout faire pour que ça se trouve au cœur du débat. Et je pense que ce qui est vraiment important là maintenant, c'est qu'on construise un rapport de force pour que ce qui arrive demain ne soit pas un RUA, mais un RUE, finalement, un revenu universel d'activité, mais un revenu universel d'existence, parce qu'on pense effectivement que c'est sur ces versions les plus progressistes qu'il faut qu'on se positionne et qu'il faut qu'on soit très clair. Merci beaucoup, effectivement, pour cette mise en perspective politique aussi, de la manière dont le revenu de base ou le revenu universel peut aussi être perçu comme une opportunité pour un certain nombre de libéraux et de néolibéraux de finalement mettre à bas la protection sociale. Et ça revient à finalement vos deux interventions, Jean-Luc et Guillaume, quand vous expliquez que le revenu universel d'existence était bien sûr en plus et finalement quelque chose qui devait être inaliénable, inconditionnel et bien sûr en dehors de la protection sociale liée au travail tel qu'elle existe aujourd'hui et que beaucoup de ces libéraux et de ces formations politiques de droite souhaiteraient bien sûr affaiblir, voire mettre à bas. Et donc, on voit bien aussi la connexion là qui existe et qu'il ne faut pas se tromper de version, évidemment. Et la question du rapport de force aussi, qu'on essaye aujourd'hui de constituer autour de cette question en la mettant sur le devant de la scène, en la mettant au cœur du débat politique
elle est essentielle. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir les uns les autres à ce qui a été dit. Peut-être que c'est le cas. Je me permets de vous dire qu'on a eu quelques questions sur Facebook aussi et qui tournent beaucoup autour de la question du financement. On voit bien que finalement, la question qui revient le plus, c'est mais ok, on trouve que c'est super, mais comment on le finance? Est-ce que c'est par plutôt les cotisations sociales? Est-ce que c'est par l'impôt? Il y a une personne qui demande si c'est pertinent de mettre en place, si ce serait pas plutôt pertinent de mettre en place un revenu de base sous forme de l'impôt négatif. Une autre personne qui demande si le revenu universel d'existence est imposable. Donc, on voit que voilà, tout ça porte beaucoup autour de la question du financement et du montant aussi et de la manière dont ça doit être peut-être différencié ou pas selon les revenus. Donc, voilà, je vous donne ça aussi comme matière à réflexion et je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit par les uns et les autres. Moi, je peux peut-être sur le financement, parce que comme nous étions, nous, sur une approche qui était très concrète, puisque l'idée, c'était vraiment de le mettre en œuvre, évidemment, les questions se sont posées sur le financement. Alors, moi, je voudrais ramener aussi le sujet du financement, au moins à deux angles qu'il ne faut pas oublier dans l'approche. Le premier, c'est celui de la solidarité nationale. Il me semble que dans une république comme la nôtre, nous nous devons d'avoir une solidarité nationale et que cette solidarité, évidemment, consiste à procéder à une redistribution entre ceux qui ont plus par rapport à ceux qui ont moins, de manière à faire en sorte de corriger les déséquilibres dans ce pays. Donc je pense que cette logique de solidarité nationale et de redistribution, elle est fondamentale. Le deuxième sujet, c'est un peu évoqué dans les questions, c'est la question du consentement à l'impôt. Et c'est finalement à quoi sert l'impôt que l'on peut payer à un certain nombre de services publics, certes, mais peut aussi servir justement à ce que la solidarité nationale s'exerce entre ceux qui peuvent contribuer à l'impôt et ceux qui peuvent quelque part recevoir de l'impôt pour faire en sorte qu'ils puissent justement s'inscrire pleinement dans une société de façon épanouie, émancipée, etc. Alors nous avions fait un chiffrage, nous étions à peu près sur une optique nationale, nous étions à peu près sur 15 milliards d'euros de nécessaires financements complémentaires. Pourquoi ? D'abord parce que si on inclut les jeunes de 18 à 25 ans qui aujourd'hui sont exclus du bénéfice du RSA, bien évidemment, c'est une catégorie nouvelle de population qu'on fait entrer dans la logique d'une protection sociale et donc à ce titre, il faut impérativement le financer. Là, c'est à peu près 12 millions d'euros qui étaient intégrés sur l'intégration, enfin qui étaient compris sur l'intégration des jeunes dans le cadre de, j'ai dit millions, c'est milliards d'euros, qui étaient prévus dans le cadre de l'intégration des jeunes. Il y a aussi la question du non-recours. Aujourd'hui, est-ce que le non-recours est un coût supplémentaire pour la société ou est-ce que c'est une carence de notre organisation de la protection sociale qui fait que certaines personnes n'obtiennent pas le droit auquel elles devraient pouvoir prétendre. Moi, il me semble qu'il s'agit tout simplement de réparer une injustice existante aujourd'hui et qui fait que, normalement, le non-recours devrait déjà être couvert dans le cadre ne serait-ce que d'une politique publique type RSA. Donc, de toute façon, à mon avis, ce surcoût lié au non-recours ne doit même pas être considéré comme étant un surcoût qui vient se surajouter, mais plutôt au fait que nous n'avons pas été à la hauteur jusqu'à présent de ce que nous devions faire en matière de protection sociale. Quand on ramène ces 15 milliards, ça peut paraître énorme dit comme ça, mais quand on les ramène à la réalité de ce qu'est le budget national, quand on la ramène à la réalité aussi de ce qu'est la dette nationale aujourd'hui, et quand on la ramène à la réalité de ce qui peut être dégagé du jour au lendemain dans le cadre d'une crise sanitaire comme celle d'aujourd'hui pour aider le monde économique, pour aider le monde bancaire, ou comme on l'a connu en 2008 avec la crise bancaire notamment, eh bien on voit qu'à certains moments, il est tout à fait possible de dégager bien plus que 15 milliards d'euros pour faire en sorte de financer des partenaires du monde économique qui ont peut-être aussi par ailleurs une assise financière qui leur permettrait de se débrouiller un petit peu plus tout seuls et que ces 15 milliards d'euros seraient certainement beaucoup plus utiles pour ceux qui en ont véritablement besoin. Merci effectivement pour ces précisions qui mettent en perspective finalement ce que tout ça représente. Et puis, il y a aussi des coûts évités, probablement, que la société peut-être gagnerait avec la mise en œuvre du revenu universel d'existence. Guillaume, je crois que tu voulais réagir.
Oui, non, mais pour aller exactement dans le même sens, et merci notamment de ces précisions, Jean-Gilles, sur l'aspect très concret, parce que voilà, ça donne une visibilité. Il y a plusieurs choses. Quand même, sur le point du financement, c'est le grand argument qui est opposé pour ceux qui n'osent pas combattre le principe aujourd'hui du revenu universel d'existence, de dire ah bah oui, mais si on a des milliards, on a autre chose à faire. Alors, soit améliorer la protection sociale existante dans le cadre dans lequel elle est, soit la transition écologique, etc., etc. Mais comme il a été dit, on s'aperçoit très très bien que toute cette question aujourd'hui de l'environnement financier, en 48 heures, peut changer radicalement à partir du moment où le capitalisme a des besoins impératifs. Et on voit là à quel point, je veux dire, tout est imaginé, y compris les solutions les moins orthodoxes en termes libéraux, pour aider des très grandes entreprises, des petites entreprises, et ça c'est bien, pour faire en sorte qu'elles puissent survivre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que nous revoyions absolument aujourd'hui la question de c'est quoi un financement, comment ça se définit, qu'est-ce que c'est, et quels sont aujourd'hui les canaux par lesquels il circule. À quoi je pense? Quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'hétérodoxie complète dans laquelle la Banque centrale européenne est, et ça ne date pas de la crise là, je veux dire, c'est-à-dire en réalité, en monétarisant de manière incroyable les besoins financiers et en créant de la monnaie, parce qu'en fait, c'est la réalité de ce que fait la Banque centrale aujourd'hui pour essayer de soutenir l'économie, y compris parce qu'on a un risque de déflation depuis maintenant 2008 et que, en fait, ce sont les banques centrales qui soutiennent aujourd'hui l'activité. On voit bien que la question des besoins financiers ne se pose pas de la même manière. Deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est que ça pose la question de la répartition. Et donc, ça introduit la question d'un rapport de force. Enfin, quand on voit aujourd'hui, je ne veux pas faire de démagogie, mais qu'une entreprise comme Sanofi s'est distribuée des dividendes qui ont augmenté considérablement vu la période sans aucun problème, on voit bien qu'il y a là, c'est sûr, un lien entre le revenu universel d'existence et un changement de société. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas au revenu universel d'existence dans les cadres de la société actuelle, capitaliste et néolibérale telle qu'elle est. Je pense que ça n'est pas possible. Donc, je pense que c'est bien la question du rapport de force, notamment sur la question de la répartition des richesses, sur la question de c'est quoi un dividende, c'est quoi sa légitimité. Enfin, toutes ces questions doivent être reposées pour que cette répartition primaire, j'allais dire en direction du droit à l'existence puisse se faire. Et enfin, troisième élément qui m'apparaît crucial, c'est évidemment la question de cotisation sociale, impôt. Là, il y a un vrai débat. Il n'y a pas de position arrêtée, mais tout de même, si nous sommes bien dans la logique de dire que c'est un revenu qui est lié à l'existence même, au fait d'être membre de la communauté, à partir de ce moment-là, il est difficile de l'asseoir sur le travail. Et je pense qu'en plus, c'est un piège qui nous est tendu par les néolibéraux pour déshabiller la protection sociale assise sur le travail. Donc je crois pour ma part qu'il faut complètement différencier ces deux chemins. Et enfin, je m'arrêterai sur un dernier point, c'est que la question de la croissance étant posée aujourd'hui, la question de la manière dont aujourd'hui on ne redistribue pas, mais où on répartit les richesses, doit trouver ses propres indicateurs. Et on voit bien que c'est une banalité de le dire que le PIB, tout ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus en termes d'indicateurs et que donc il y a des éléments aujourd'hui qui doivent être vus autrement et comptabilisés autrement si on veut pouvoir créer un revenu universel d'existence. Oui, merci. En fait, on voit bien dans ce que tu viens de dire que finalement, le revenu universel d'existence, ce n'est pas un problème en soi, c'est évidemment le questionnement du modèle économique et social dans lequel on évolue et dans lequel la répartition des richesses est centrale. Et il faut le revendiquer. Et effectivement, peut-être on affaiblirait finalement les arguments en disant que ça ne coûtera rien et que ça ne coûtera pas à la société, puisque nous, c'est bien sûr un coût, mais ce n'est pas uniquement un coût, c'est finalement une redéfinition du modèle social dans lequel on est,
un peu au même titre, même si c'est encore différent, mais que la sécurité sociale, quand elle a été créée, quand ces différentes branches ont été créées, eh bien, ça a évidemment généré une répartition des richesses totalement différente dans la société. Et c'est bien la preuve que c'est possible et qu'il s'agit de choix politiques et non pas uniquement de choix budgétaires, comme si ces choix budgétaires étaient neutres. Bien évidemment, ils ne le sont pas. Ils sont le reflet ils sont le reflet d'idéologie politique. Nicole, je pense que tu souhaitais aussi réagir sur ces questions. Oui, peut-être très rapidement sur la question du financement, où MFRB, on défend le fait que son financement et son montant doivent être débattus démocratiquement. Et je pense que c'est très important, notamment parce que si le revenu de base est une mesure que nous, on voit comme une mesure de justice sociale, il faut qu'elle soit accompagnée de mesures de justice fiscale aussi. Et en ça, on rejoint aussi beaucoup toutes les organisations de la société civile qui aujourd'hui demandent des mesures de justice fiscale très concrètes. Alors, il y a eu tous les débats d'ailleurs sur le projet de loi de finances rectificative sur le contexte d'urgence actuellement, où on a remis au débat la question du rétablissement de l'ISF, par exemple, qui sont des mesures en fait qui sont mais balayées du revers de la main de la part de ce gouvernement-là. Et c'est aussi pour ça qu'on ne pense pas que des mesures de justice fiscale soient possibles dans un contexte politique actuellement, mais on doit tout de même défendre ces mesures qui permettent que ce soit de réformer le système socio-fiscal pour avoir un impôt plus progressif et donc plus juste, que ce soit défendre une vraie taxe sur les transactions financières, une taxe sur les plateformes numériques qui aujourd'hui en plus s'enrichissent énormément dans le contexte de crise aujourd'hui. Donc toutes ces mesures, je pense c'est important de les prendre dans leur ensemble, et c'est la raison pour laquelle le revenu de base n'est pas juste un outil économique dénué de projets politiques autour. C'est un outil, certes, mais qui s'inscrit dans d'autres mesures de justice sociale, fiscale, écologique, économique. Merci beaucoup. On a une autre question. Alors d'abord, avant de passer à une autre question, juste parce que tu as dit quelque chose d'extrêmement important, Nicole, et je pense que c'est important de le souligner, c'est la manière dont on doit associer les citoyens à la construction de ce revenu universel d'existence. C'est ce qu'on essaie de faire à notre échelle. C'est ce qui fait en Gironde avec ce jury citoyen, c'est extrêmement intéressant. Et donc, je me permets de vous parler d'un questionnaire qui est en ligne aujourd'hui sur notre site, rdvrve.fr, et qui vise notamment à faire participer des personnes qui se sentent concernées par le revenu universel d'existence, mais qui n'ont pas forcément un avis encore très tranché sur la question, et pour aussi leur demander leur avis sur quel type de revenu universel d'existence ils souhaiteraient, de quel montant aussi il devrait être, comment et à partir de quelles ressources on devrait pouvoir le financer, quels pourraient être ses effets, etc. Et l'idée, c'est aussi de se faire une idée de ce que souhaitent les personnes qui seront les premières concernées, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens dans ce nouveau pacte démocratique et des droits sociaux, en fait. Alors, oui, une question que tu as un peu évoquée tout à l'heure, Nicole, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment mis au cœur du débat jusqu'à présent, la question des bénéficiaires. Jean-Luc, tu as évoqué le fait que ça serait, d'intégrer évidemment les jeunes de moins de 25 ans à ce revenu. Ça paraît complètement logique. Nicole, tu as parlé d'un revenu universel de la naissance à la mort. Et c'est vrai que là, il y a des débats qui sont intéressants aussi sur est-ce que c'est un salaire, est-ce que c'est une forme de revenu à vie ou est-ce que ça se déclenche au moment de la majorité. Il y a une question en tout cas qui nous pose, est-ce que c'est que les adultes ou est-ce que c'est à partir de la naissance? Donc, est-ce que, Nicole, tu peux développer peut-être un petit peu cet aspect, et puis Guillaume et Jean-Luc, si vous avez un avis sur la question. Non, je pense que encore une fois, c'est aussi un point qui devrait être débattu collectivement. Mais nous, on défend un revenu de base de la naissance à la mort parce que on pense que à toutes les étapes de la vie, on peut avoir besoin de ce revenu de base. Et on le voit aujourd'hui, encore une fois, dans le contexte de crise. Tous les aléas de la vie qu'on peut rencontrer, que ce soit à l'enfance, au cours de sa jeunesse, quand on est étudiant, on voit bien que les étudiants aujourd'hui sont très mal protégés dans le contexte de crise aujourd'hui, que ce soit les retraités, que ce soit les travailleurs précaires. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de se dire que oui, il n'y a pas de conditions et il n'y a pas non plus de conditions d'âge, parce qu'au final,
remettre de la conditionnalité dans le revenu de base, ça veut dire refaire des catégories, ça veut dire redevoir justifier. Et au final, ça complexifie, alors que l'idée, c'est aussi d'apporter un système qui soit plus lisible. Mais effectivement, après, il y a des propositions de revenu de base qui existent et qui proposent différents montants, que ce soit à l'enfance, ensuite à l'âge adulte et ensuite à la retraite. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir débattre. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole? Non. Bon, en tout cas, effectivement, ça pose aussi la question de la famille hein, et de. Je pense que c'est la question du revenu universel d'existence. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les jeunes n'ont pas accès au RSA, ce qu'on oppose en tout cas souvent comme raison, c'est qu'ils sont soutenus par leurs parents et c'est un modèle aussi de protection sociale finalement et de minima sociaux qui se base beaucoup sur la question de la protection familiale et de la cellule familiale comme un vecteur de protection. Et c'est vrai que c'est une question à poser, enfin qui peut se poser d'un point de vue politique. Et en tout cas, effectivement, qu'il faudra creuser et qu'on met encore une fois en débat dans ce questionnaire qui est disponible sur notre site internet. Est-ce que vous souhaitez évoquer d'autres sujets, peut-être en conclusion de ce débat? Oui, Guillaume. Oui, un élément politique quand même sur tout cela pour dire les choses. Tu l'as dit tout à l'heure très bien, Laura, mais on est dans un moment quand même aujourd'hui où la question de l'alternative au macronisme se pose de façon évidente et j'allais dire même d'une manière basique, c'est que imaginons que le macronisme s'écroule et il n'est pas très en forme, quoi à la place? Et on voit bien que quand même l'extrême droite quand même est présente. Et donc ça oblige tous ceux, qu'ils soient écologistes, de gauche, progressistes, à se poser maintenant les bonnes questions et assez rapidement sur la manière de faire ensemble. Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas pour Génération, je le précise bien, de vouloir diviser d'emblée sur une question dont on sait qu'elle ne fait pas aujourd'hui l'unanimité parmi les forces écologistes et de gauche. Il s'agit d'ouvrir le débat. D'ouvrir le débat parce qu'il faudrait faire attention, notamment si, par bonheur, nous étions capables de formuler cette alternative et de convaincre la majorité de nos concitoyens et que donc nous devions exercer les prérogatives de l'État, eh bien de ne pas se tromper sur les politiques à établir. Et ça, c'est un élément qui était évidemment un élément majeur. Nous sommes vraiment dans la proposition de débat. Nous pensons qu'il faut lever des tabous. Même si nous ne faisons pas du revenu universel, évidemment, aujourd'hui, la condition sine qua non, j'allais dire, d'un projet commun, mais il nous semble que c'est le moment quand même de réfléchir au fondement même de qu'est-ce que c'est qu'un projet alternatif. Oui, et puis je me permets d'ajouter aussi que le sujet qui se pose toujours pour la gauche lorsqu'elle arrive au pouvoir, c'est est-ce qu'elle est dans la gestion ou est-ce qu'elle est dans la transformation? Et encore une fois, sans à un moment donné mettre sur la table des propositions qui radicalement changent notre rapport au travail et changent la manière dont fonctionne notre système économique, la gauche et l'écologie ne seront pas capables d'apporter finalement les réponses qui sont aujourd'hui plus que nécessaires à la crise climatique, démocratique et sociale qu'on vit. Donc effectivement, ça doit en tout cas faire absolument partie du débat aujourd'hui au sein de ces forces humanistes. Est-ce que vous souhaitez, il n'y a plus d'autres questions qui nous sont posées, qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. On a été enregistré et donc on va être rediffusé et on n'est plus en live parce qu'on a eu des problèmes techniques et donc encore une fois, je vous demande de nous en excuser, mais j'espère quand même que ce débat vous aura plu. Est-ce que vous souhaitez conclure peut-être avant non? Oui? Enfin, est-ce que vous souhaitez une intervention de conclusion ou est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Ah non, peut-être, enfin, je viens juste dire un petit truc rapide. Oui, vas-y. Sur cette idée de débat, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important et pas seulement pour parler du revenu de base. Il faut qu'on arrive à débattre collectivement de ce qu'on veut pour construire l'après. Et je pense qu'on peut malgré tout, dans ce débat, chercher le plus petit dénominateur commun. Si on obtient sur cette refonte des minima sociaux d'obtenir un minima qui soit versé de façon inconditionnelle, sur ça, je pense qu'on peut se retrouver avec beaucoup d'autres personnes, partis, mouvements,
ce sera déjà une étape de franchie. Si on parvient à élargir le RSA aux 18-25 ans, ce sera énorme pour la plupart des jeunes qui aujourd'hui se trouvent dans la précarité et qui sont un peu plus précaires en fait aujourd'hui. Si on obtient on obtient un versement automatique des minima sociaux, c'est pareil. C'est important qu'on réussisse à mettre ça sur la table. Nous, on est vraiment sur... on suit un peu les forces. Il y a un son un peu étrange. C'est peut-être André Gors. Je pense que ça va mieux là. J'ai l'impression que c'est bon. Non, juste pour conclure, justement, ce que je voulais dire, c'est que nous, on s'inscrit un peu dans la lignée d'André Gors qui défendait, surtout à la fin de sa vie, l'idée du revenu universel dans le cadre d'une société du temps libéré qui s'inscrit plus largement avec des mesures de réduction du temps de travail, avec des mesures de transition écologique et sociale. Et en ça, je pense qu'on peut se retrouver avec beaucoup d'autres personnes. Oui, merci d'ailleurs d'avoir conclu sur justement cette question du temps libéré et du rapport au travail, mais aussi voilà, de l'émancipation individuelle, parce que ça me permet de vous dire, donc d'abord de vous remercier évidemment d'avoir participé à ce débat, et puis de vous dire que le prochain débat, si on arrive à le tenir en live, tant mieux, j'espère, et sinon on refera un enregistrement parce que je pense que la qualité de toute façon de vos interventions était là et elle sera disponible pour tout le monde, mais le prochain débat aura lieu le 1er mai, fête internationale des travailleurs et des travailleuses, et on a choisi du coup de justement aborder à ce moment-là la question du rapport entre revenu universel, émancipation et travail, et comment ces trois éléments interagissent. Et on aura avec nous pour en discuter Julien Bayou, donc secrétaire national des écologistes, qui prouve bien aussi que c'est un débat qui peut être une des manières de faire l'alliance et l'union, en tout cas d'avancer dans cette direction. Il y aura Claire Pochet du mouvement national des chômeurs et précaires, et c'est extrêmement intéressant d'avoir aussi la vision qui est portée par une association comme celle-là vis-à-vis du revenu universel d'existence. Et puis Sophie Taillé-Polian, donc qui est sénatrice qui est sénatrice et donc membre de Génération, et donc qui viendront aussi débattre donc d'un autre sujet, mais évidemment très en lien avec toutes les thématiques qu'on a abordées ce soir. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, votre patience aussi par rapport aux petits soucis techniques qu'on a eus, et puis je vous dis à très bientôt pour continuer d'échanger et de porter au cœur du débat politique le revenu universel d'existence. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi, Laura.